Alors, bonjour à nouveau. Merci d'être là. C'est merveilleux de vous voir en si grand nombre, avec le cœur qui scintille ou qui bat ou qui est en permanence parce que tellement intense d'amour. Merci. Je veux simplement rajouter une petite chose. J'ai oublié précédemment de mentionner que le prix Reconnaissance, la toile, elle a été produite par Mme Joanne Michaud, qui était au kiosque tout près là, du centre de la librairie, et elle travaille à l'Art Académie à Rivière-du-Loup. Je tenais à lui rendre cet hommage parce que nous n'avons pas mentionné le nom de l'artiste et c'est important. Alors, donc, merci d'être là. J'en profite pour vous dire merci tout au long de ce congrès. On a senti votre présence et votre attention à l'égard de ce qui était dit. Je profite aussi de l'occasion pour remercier les musiciens bénévoles que l'on a eus tout au long des 2 journées. Alors, nous voici rendus à la plénière de clôture. Notre dernier droit. En soins palliatifs, quand on dit le dernier droit, hein, c'est peut-être pas long, mais c'est intense. Et on ne sait jamais ce qui arrive. Il peut y avoir des moments très, très sensibles, très émotifs. C'est une découverte. Je vous invite à être attentif ici, maintenant, à chaque chose qui va se dire. C'est sous le thème de l'intégration des savoirs chemin de création que nous avons vécu ces 2 journées. Les conférenciers que vous allez maintenant entendre sont dans des domaines très différents, ont des parcours de vie très différents. En fait, on se demande pourquoi ils sont réunis dans une même plénière. Ils le sont parce qu'ils sont des témoins de ce thème. C'est à travers leurs témoignages que vous serez à même de saisir que nous portons des savoirs expérientiels, d'abord comme humains, puis comme experts d'un domaine particulier. Ils témoigneront du comment ils ont intégré ces savoirs en eux pour devenir autres. Comment des connaissances intégrées chez soi, mais aussi partagées à l'autre, permettent de créer. Vous entendrez en premier lieu Mme Chloé Sainte-Marie, que je remercie très sincèrement pour sa présence et qui est bien connue pour son engagement social et sa carrière dans le champ de la création artistique. Mme Sainte-Marie nous partagera comment elle a transcendé le travail et l'expérience de la souffrance pour créer. Puis, vous entendrez M. Maxime Boilard, qui témoignera comment il a dû, comme nous tous, ici présents, à certains moments de nos vies, et comme aussi le font nos personnes que nous soignons, rebondir et trouver un sens à ce qui leur arrive. Maxime a été olympien en canoë. Alors, aiguisons nos oreilles, synchronisons notre tête, notre cœur et nos sens pour nous laisser toucher par ces 2 belles personnes pour que, lorsque nous quitterons ce congrès, nous soyons regaillardis d'une énergie, d'une conscience de notre potentialité, de nos potentialités et de l'intégration de nos savoirs comme source de création. J'inviterai maintenant Mme Sainte-Marie. J'ai pas l'habitude de faire ça. Comment vous dire, je vois tous les cœurs qui scintillent, là, qui battent, mais je peux vous assurer que mon cœur y bat aussi fort que le tambour de mes ancêtres. J'arrive d'Haïti, je suis arrivée il y a 2 jours. Mon Dieu, là où les soins palliatifs sont en attente palliative, je vous assure. Ma croisade avec Gilles Carle, vous le savez, dans l'univers des aidants, remonte à près de 20 ans. Mais l'idée de sortir de mon cas personnel pour en élargir la portée s'est imposée à moi autour de 2007. En fait, j'ai compris
que les solutions devaient venir de celles et ceux, mais surtout celles, vous le savez, qui vivent les problèmes au quotidien. Un jour, on m'a dit « Chloé, t'es une aidante ». Je ne le savais pas. Je faisais simplement l'acte ordinaire de quelqu'un qui aime. J'aimais Gilles, mon support allait de soi. Il ne s'agissait pas de compassion, surtout pas. C'était de l'amour pur. Ainsi, durant les premières années, mes gestes, je ne les pensais pas en termes d'action politique. Puis quand j'y pense, je ne les pensais pas en termes d'action tout court. L'aidante en moi s'est imposée graduellement au gré des gestes posés au quotidien avec Gilles. Bon, doucement, en fait, il a perdu la marche. Et puis l'écriture, il écrivait tous ses scénarios, la parole. Donc, attacher un bouton de chemise, enfin l'aider à monter les marches, et tout ça. Après, jour après jour, je me suis aperçue avec un tel choc que j'étais devenue indispensable pour Gilles. C'est le fun quand on est amoureux, mais quand c'est quand on perd son autonomie puis qu'on a besoin de l'autre pour chaque geste, c'est très, très humiliant. Il disait toujours « cessez de m'infantiliser ». Puis c'était pas pour l'infantiliser, mais on voulait tous l'aider à alléger un peu son sort. J'aurais jamais cru possible, en tout cas, une définition de moi-même comme ça. Et comment vous dire, quand j'étais enfant, jamais j'ai rêvé d'être une soignante. Il me semblait que j'avais pas en moi cette mission de soigner, de prendre soin. J'ai jamais voulu être infirmière, être médecin, mais quand arrive une telle tragédie, j'ai toujours dit que être aidant, au fond, c'est naturel d'aider. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'aider 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 52 semaines par année. Ça, c'est pas naturel. Alors, mais c'est ce que j'ai vécu parce que, mon Dieu, Gilles, ça a duré sur nos 27 ans de vie, ça a duré 17 années où il y a eu le diagnostic de Parkinson. Pour les 10 dernières années, il avait perdu totalement toute autonomie. Donc, il fallait l'aider à manger aussi, tous les soins. Et j'ai dû faire appel, c'est sûr, au CLSC, à tous les services qu'on peut avoir. Mais on ne sait pas ça, mais enfin, petit à petit, je pense que quand j'ai commencé à être aidante en 91, le mot n'existait peut-être pas, ou en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et comment vous dire, j'ai vu Gilles dans cette longue décomposition de son corps. Il disait, le Parkinson, c'est une maladie diabolique. Puis, j'ai compris pourquoi il disait ça. Et comment vous dire, à partir du moment qu'il avait plus son autonomie, moi, je refusais que Gilles entre en institution. Donc, j'ai utilisé, si on peut dire, tout ce que j'avais, ma tribune publique pour alerter les gens, pour alerter le milieu du cinéma, le milieu de la chanson, le milieu enfin que je côtoyais, moi, puis pour pouvoir payer ses soins parce que ça coûtait 10 000 $ par mois pour prendre soin de lui. Les 10 dernières années, il fallait être 2 constamment. Puis à la fin, il fallait être 3. Mais je persistais toujours à ce qui marche parce que la marche, c'est la vie.
faire l'empreinte de ses pas sur la terre, même partout. Pour moi, c'était sa mémoire aussi que je voyais dans cette empreinte. Et Gilles, il voulait marcher. Et je me souviens, son neurologue si extraordinaire, il ne croyait pas que, vous savez, on avait une maison à l'île Verte, pas loin d'ici. Puis, mais il a réussi quand même, jusqu'à quelques années avant son départ, à rentrer sur l'île en skidoo, en snowmobile, en bateau, en hélicoptère. Les gens n'en revenaient pas de son désir de vivre, en tout cas. Puis moi, à côté, ben, j'ai essayé d'alléger son sort, mais puis de lui donner ben, un peu de bonheur, un peu de paix, un peu bonheur, c'est pas le bon mot là, mais en tout cas, je peux vous dire que Gilles, son œil de créateur, il a fait, vous le savez, une 60aine de films et tout, mais il a peint, il a dessiné jusqu'à la fin. Dans la grange, à l'île Verte, en 2004, il était en fauteuil roulant. On choisissait pour lui la peinture, les couleurs. On mettait le pinceau dans la main, puis on lui disait « Qu'est-ce que tu veux comme grandeur de canevas? » On avait tout installé et il a peint jusqu'à la fin. Il a dessiné jusqu'à la fin. Et ça, pour moi, c'est tellement important d'avoir un exutoire et d'exprimer cette douleur. Moi, je l'ai exprimée à travers les albums que j'ai faits, les chansons. J'ai fait un album qu'on peut dire qui est presque totalement des poèmes de Gaston Miron et qui parle uniquement de la mort. Et comment vous dire, Gilles était là toujours en salle avec moi dans les spectacles et je sais pas, c'est comme si pour moi j'exprimais cette douleur, mais à travers moi, ça lui faisait du bien. Et lui, c'était, bon, le dessin, la peinture. Mais toutes ces années, je cherchais une solution. Parce que, bon, c'est sûr qu'un jour, j'ai fait une émission, peut-être que vous avez vu Christiane Charette, mais là, c'est là où il y avait la ministre du patrimoine canadien et tout ça, puis j'ai fait une sorte de colère publique. Et ça a porté fruit, enfin, pour une année, mais il fallait que je trouve toujours 10 000 $ par mois. Mais je cherchais une solution parce que je savais qu'à un moment donné, je ne serais plus capable je me suis... en fait, j'étais la plus grande quêteuse du Québec. Là. J'ai vraiment été partout, frappée à toutes les portes dans le monde de la finance, mais aussi partout, enfin, tous les milieux. Mais à un moment donné, ça a une fin. Alors, c'est comme ça qu'est né le projet de la Maison Gilles Carle qu'on a créé. On a d'abord fait la fondation Maison Gilles Carle parce que je m'apercevais que j'ai vendu beaucoup de ses œuvres picturales pour payer ses soins, mais sans une fondation, sans la possibilité de donner des reçus de charité, ça marchait pas tellement bien. Alors, puis j'ai eu beaucoup de bénévoles aussi à la maison qui venaient, des bénévoles retraités de Bell Canada, d'Hydro-Québec, des infirmières. Ça a été extraordinaire, tout ce qui s'est créé autour de Gilles. Mais, comment vous dire, il fallait trouver... Moi, je cherchais, en tout cas, une solution sur le long terme. Parce que même avec tous les soins qu'on avait, les médecins, les infirmières, les travailleuses sociales, les physiothérapeutes, tout ça, les nutritionnistes qui venaient pour donner des soins à Gilles, je sentais que c'était pas, ça pouvait pas durer tout le temps. Puis le Parkinson prolonge la vie. Donc pour moi, les soins palliatifs, je peux dire que Gilles a été en soins palliatifs plus de 10 ans. Alors ça prolonge la vie, mais il était totalement non autonome. Alors doucement, bon,
je voyais que le système de la santé était beaucoup centré sur l'aider, mais pas sur l'aidante. Et il m'est arrivé, mais je pense que ça a changé depuis, mais à l'époque, des aventures très difficiles, parce que quand les médecins venaient pour prendre soin de Gilles à la maison, moi, je n'avais pas le droit de ça. Puis, à un moment donné, j'étais très malade. J'étais dans un trou noir là, en 2007 où je pensais au suicide, mais comme tous les êtres extrêmement épuisés, dans une sorte de désespoir, je pense que quand il y a plus, qu'on ne voit plus de possibilités, ben, j'ai l'impression que tout le monde passe là. Mais à travers ça, je cherchais. Puis à un moment donné, il me semblait que j'avais plus l'énergie, que j'avais plus la capacité de donner à Gilles l'énergie qu'il avait besoin. Parce que quand je prenais des bols d'air, puis que je partais en Europe, puis que je faisais mes spectacles, c'était extraordinaire, puis je revenais, puis je lui donnais l'amour qu'il faut. Mais comment vous dire, à un moment donné, j'étais épuisée. Puis c'est là qu'est née l'idée de la maison Gilles Carle, de prendre d'autres personnes malades et, dans la maison, puis avec les aidantes ou les aidants, parce que ce n'est pas toujours des femmes, et puis de se faire un horaire, puis d'échanger nos forces et d'aboutir à donner des soins. Au fond, on devenait des colocataires malades, si on peut dire. Puis ça, c'est parce que on a réussi à déjouer le système, parce qu'à Saint-Paul-à-Botsford, quand on a voulu créer la maison Gilles Carle, il y a eu beaucoup d'opposition. Ils ne voulaient pas, enfin, le comité de la ville et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en disant qu'on était des colocs malades, ça a marché. Ça, c'était l'idée de Gilles. Alors, comme cette idée-là marchait, j'ai fait une levée de fonds pour organiser la maison, pour recevoir 5 personnes sur le long terme. Puis j'ai réussi, je vous assure, à trouver 200 000 $ en 2 mois. Là. J'étais assez dangereuse. Quand quelqu'un a dit... non, mais c'est vrai, quelqu'un a dit, Chloé, si elle te demande de l'argent, reçois-la pas parce que tu ne pourras pas lui dire non. Fait que des fois, mais en général, je défonçais la porte. Là. Mais alors, j'ai trouvé cet argent pour tout adapter la maison, qui était vraiment magnifique, qui était vraiment pensée là, pour être 4-5 personnes malades, avec les aidantes, avec la famille. Puis il y avait une mission culturelle. Pour moi, c'était très important. Donc, le salon et la salle à manger devenaient une salle de spectacle. Et là, on voulait faire des spectacles. Mais pour Gilles, toujours venaient des musiciens, des poètes qui lisaient à Gilles la poésie, ou le journal, ou ce qu'il avait envie, enfin. Et ça, pour moi, c'était très important. Fait que c'est comme ça que l'idée des soins, pour moi, vous le savez, la musique, c'est tellement thérapeutique, ça fait tellement de bien. Et c'est un langage universel. Je veux dire, quand on écoute le grégorien ou les chants inous, ça nous bouleverse, ou ça nous émeut, ou ça nous fait rire. Alors, on a créé la maison Gilles Carle, à Saint-Paul-à-Botsford, mais Gilles il a décidé de me jouer un tour. C'est qu'à partir du moment que tout était prêt, il est parti. Il m'a abandonné là. Et c'est sûr que ça a été pour moi une telle tragédie, parce que je faisais ce projet-là, j'étais sûre qu'il allait vivre encore 10 ans. Je m'accrochais, je m'acharnais. Mais à un moment donné, il a fait une détresse respiratoire. Puis
tout son appareil, tout son pharynx, tout l'appareil respiratoire, puis la glutition, tout ça, ça ne marchait plus. Alors, il ne pouvait plus manger. Il est rentré à l'hôpital. Il était 35 jours sans boire, sans manger. Et mon Dieu, je ne pensais pas qu'on pouvait si longtemps. Enfin, il avait le désir de vivre tellement, là. Puis moi, je riais toujours quand je venais le voir. J'étais là. Et il n'y avait que les paupières qui bougeaient. Puis je lui disais des trucs comme... je faisais toujours des jeux, puis je l'embrassais partout. Je disais, tu m'aimes-tu, mon amour? Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Puis là, je disais, si tu m'aimes, tu clignes des paupières, puis si tu m'aimes pas, tu fais rien. Fait que là, quand je lui demandais, tu m'aimes-tu? Il faisait ça. Puis à un moment donné, 10-15 minutes après, je lui redemande, parce que je suis tellement angoissée là-dessus. Je dis, tu m'aimes-tu, mon amour? Tu m'aimes-tu, mon amour? Et là, il fait rien. Il bouge pas, il reste comme ça, sans bouger les paupières. Puis tout à coup, ben là, j'étais triste et tout. Puis là, il me fait ça. Je t'ai bien eu, hein? Oh là là, ça, c'est la veille de son départ. Pour lui, faire ça, là, ça doit être comme nous, probablement faire 10 km de jogging. Ça m'a... Puis, comment vous dire? Ben, je suis restée avec toutes ces années. Il m'a, j'aurais envie de dire, rendu meilleure dans le sens de l'autre, de la conscience de l'autre. Puis, un jour, je lui ai écrit une lettre, puis je vais vous la lire. Parce que Gilles y écrivait tout le temps, il écrit tous ses scénarios. Puis on s'écrivait tout le temps, puis on se laissait sur le frigo toutes sortes de mots, des mots d'amour, des blagues, des réprimandes, ça souvent, mais ça c'était Gilles surtout. Il était dur avec moi. Il disait tout le temps, « T'es encore là? » Ben oui, je suis là. Puis on s'inventait des histoires par fax. C'est tellement drôle qu'il a publié un jour dans un livre, je ne sais plus trop lequel, là, mais puis il m'appelait la baronne de la poussière. Il m'arrivait de lui écrire des fois quand mes turbulences intérieures me détruisaient. Puis je lui avais écrit cette lettre que j'ai envie de vous lire. Au fond, je l'ai écrit, cette lettre, juste avant l'ouverture de la maison Gilles Carle à Cowansville, parce que on peut dire, de celle de Saint-Paul à Bosford qui a finalement pas abouti, on en a construit une à Cowansville, la ville des vaches. J'arrive de l'île à Vache en Haïti. Et comment vous dire, tout le monde à Cowansville a mis la main à la terre, puis on nous a donné un terrain, on a construit la maison au Coste, on nous a donné les meubles, les rideaux, le poêle, tout. Alors cette maison a été faite par un contracteur qui croyait que dans la société, il y a certains chaînons manquants. Puis je pense que pour l'aidante, encore aujourd'hui, je fais beaucoup de rencontres comme ça dans tous les réseaux des aidants partout au Québec, même à Chibougamau. Puis je rencontre des aidantes qui ont, je vous jure, parfois 82 ans, qui prennent soin de leur mari, que j'ai vu épuisés. Moi, quand j'ai commencé à être aidante, j'avais 30 quelques années. Mais là, je ne peux pas croire. Je ne ferai plus ce que j'ai fait. Et quand je vois la situation actuelle pour ces femmes et ces hommes qui n'ont pas de reconnaissance, moi, je trouve qu'il faut trouver, en tout cas. Il y a beaucoup de faits
mais il y a encore à faire beaucoup. Puis, parce que les soins palliatifs, c'est, j'ai envie de dire, l'aidante palliative, elle aussi est en danger. Et en tout cas, c'est tellement beau comment ça s'est fait, la maison à Cowansville. Tout le monde, ça s'est monté comme tellement rapidement. Et on a fait l'ouverture en mai 2012. Le ministre de la Santé était là, Gaëtan Barrette. Et je pense que c'est un projet de société qui est un projet concret et on en prépare une à Montréal. Puis bon, moi je fais de la tournée partout au Québec et comment vous dire, j'ai rencontré des aidantes à Bécomo il n'y a pas si longtemps, puis dans les Laurentides et tout le monde, beaucoup de gens m'ont dit, mais est-ce qu'on peut ouvrir une maison Gilles Carle dans notre coin de pays? Puis moi, je dis oui, parce qu'au fond, on a créé un modèle. C'est un modèle à échelle humaine. Il y a 5 chambres en fait. Dans les 5 chambres, il y en a une pour l'aidant, pour l'aider. Il y a des cuisinières, il y a tout. Enfin, des médecins qui viennent, mais il y a aussi les préposés, des bénévoles, puis les travailleuses sociales, et beaucoup d'écoute aussi. Mais ce qu'on a décidé, c'est que à la maison, on prend la personne malade, puis on laisse l'aidante se reposer chez elle. Donc, c'était ça l'idée. Parce que existe au Québec un très beau truc qui s'appelle Baluchon Alzheimer, que j'ai profité à quelques reprises. Mais je me disais, l'aidante qui se déplace, c'est elle qui est épuisée, qui est au bord souvent, parce que si elle tombe, ben, l'aider rentre en soins de longue durée ou à l'hôpital. Alors, après mes 17 années d'expérience, je me disais, il faut que ce soit l'aider qui parte et que l'aidante puisse rester à la maison et se reposer chez elle dans ses affaires. Et puis ça a tellement, je sais pas, ça a marché parce que je pense que peut-être que c'est plus facile quelque part de déplacer la personne malade, puis il se crée un réseau. C'est sûr qu'on a toujours les mêmes préposés, on a tout le même personnel. Et ça a donné, mon Dieu, ça marche tellement qu'on manque de place. Puis que, je pense qu'on va doucement, le projet, c'est d'en ouvrir une à Montréal. Puis, au fond, le nom, c'est pas important. Gilles a donné son nom, mais l'important, c'est un lieu où se ressourcer, où prendre du répit. Donc, comment aurait-on pu imaginer qu'au début de notre relation amoureuse, ton nom, Gilles, qui depuis toujours était associé à tes films, tes photos, tes peintures, un jour serait associé à une maison de répit? La maladie fait mentir le destin. Cette leçon, ton corps l'a apprise bien malgré nous. T'auras lutté 17 ans contre un corps qui ne voulait plus être le tien. Je me souviens avoir vu sur ton visage ton consentement à te laisser partir après 35 jours sans boire ni manger. C'est à tes dépens que les souffrances atroces que t'a infligées le Parkinson ont fait de toi le symbole de la résilience. Je sais maintenant que c'est ce symbole que tu incarnes aujourd'hui qui t'a permis de mieux vivre avec ta maladie. L'idée que ton nom, rassembleur, mobilisateur, puisse permettre un jour aux aidants de prendre du repos te donnait espoir en la vie. Tu savais trop bien qu'il n'y a rien de mieux qu'un aidant reposé pour rendre plus acceptable aux yeux d'une personne malade
son supplice. C'est à travers tes souffrances que nous avons appris ce qu'est d'apprivoiser sa propre finitude. Des situations malheureuses, t'en as vécu, c'est vrai, mais t'en as aussi vécu qui étaient heureuses et jouissives. Rappelle-toi nos séances photos au Carré Saint-Louis. Rappelle-toi nos voyages où tu jouais de la musique à bouche. Rappelle-toi l'île verte, l'hiver, mon amour. Tout en valait la peine. Comme a écrit Gaston Miron dans La Marche à l'amour, ta lumière n'a pas fini de m'atteindre. Et là, comme moi je chante les poètes québécois de toutes nations, les Inuits, les Cris, les Atikamekw, les créoles québécois. J'en ai écrit un poème pour Gilles, puis je voudrais vous le chanter. C'est un poème palliatif pour vie inachevée qui se poursuit. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Dis-moi, mon amour, dis-moi, je t'aime. Dis-moi, dis-moi, dis-le-moi. C'est ça. Merci. Mais je vais finir par mon dernier album s'appelle À la croisée des silences. Tous ces silences, si beaux, si forts, si pressants, en tout cas si tout. J'ai trouvé un jour en 2007, quand j'étais dans ce trou noir, un poème de Saint-Denis Garneau, de Gauvreau aussi, qui s'appelle Jappement à la lune, en exploréen. C'est tout couro, galalumo, te pagaya, cargisdum, te folle capistam, triglis dev, damisgoub. Ça me faisait tellement du bien parce que c'est un langage inventé, et puis juste le titre donne le ton. Et donc, je jappais à la lune pas mal toutes les nuits. et ce poème, Lassitude, c'est le poème qui fait que mon album, je l'ai fait. Alors, de mémoire, je vais vous le dire. Je ne suis plus de ceux qui donnent, mais de ceux-là qu'il faut guérir. Et qui viendra dans ma misère? Qui aura le courage d'entrer dans cette vie à moitié morte? Qui me verra sous tant de cendres et m'entendra? Quels yeux, au fond des miens, au fond de mes yeux obscurcis, voudront aller fiers et profonds, voudront réanimer, animer, ressaisir et retenir cette étincelle à peine là. Cette étincelle à peine là. Merci. Madame Sainte-Marie, vous nous touchez.
Vous nous touchez, vous nous rappelez la réalité des aidants qui sont des gens que nous soignons en soins palliatifs. Vous nous touchez dans votre simplicité, dans votre ouverture de cœur. Les 2 journées, on a parlé beaucoup de cœur, de l'importance des enjeux qui nous guettent, de ne pas tomber dans la technicalité, de garder cet équilibre entre le cœur et la technique qui est essentiel. Vous venez nous redire à votre façon qu'à travers des passages à vide, il y a toujours de l'espoir, qu'à travers la souffrance que l'on peut vivre comme soignant, comme aidant, comme soigné, on peut rebondir, on peut transcender et on peut créer. Vous avez créé à travers votre art, vous avez créé la maison Gilles Carle. Ce sont d'excellentes et de très grandes et belles réalisations pour lesquelles la société vous remercie. Et ce sont des exemples que l'on veut transposer dans chacun et chacune de nous. Merci. Et maintenant, je vais inviter tout de suite notre deuxième conférencier, Maxime Boilard, qui va vous transporter ailleurs. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous et je me sens transporté ailleurs depuis mon arrivée hier. En toute humilité, en fait, je souhaite vous faire un témoignage au jeu par rapport à ma carrière d'athlète et la transformation d'athlète à entrepreneur et tout le reste qui est arrivé après cette carrière-là. Je vais progressivement vous amener dans mon univers pour vous aider à faire les liens. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait. Je voulais vous montrer une photo pour commencer. Pour un canoïste olympique, le quai a une symbolique particulière. C'est une photo que j'ai prise en vacances dans Charlevoix il y a un peu plus d'1 an et demi. Nous avions loué le chalet d'un ami et on est sur le bord de l'eau. Et là, quand je me réveille, je vois la brume, tout ça, je sors dehors et je prends la photo. Et c'est une photo qui me parle beaucoup parce qu'on a la perspective de l'eau, on a le ciel, on a... en fait, en regardant ça, j'ai l'impression que je fais un avec le solide, le liquide et le gazeux, je vous dirais. Et comme athlète, c'est un terrain de jeu fantastique pour aller sur l'eau et arriver à sentir la glisse. Je voulais commencer par cette photo-là. Je vais revenir à cette journée-là pendant les vacances en conclusion. Pour vous montrer un petit peu le monde duquel j'arrive, moi j'ai fait les Jeux en 2000, j'ai pris ma retraite en 2004 et j'ai eu la chance de retourner aux Jeux olympiques pour la télé. Et je souhaitais vous montrer un petit peu, ça a l'air de quoi un canoë monoplace olympique. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est que pendant les Jeux de Pékin, il y avait un autre athlète avec lequel je faisais une tribune pour parler de sport. Et c'est un escrimeur olympique, son nom c'est Jean-Marc Chouinard. Et Jean-Marc me disait, j'aimerais essayer le canot pour savoir de quoi je parle. On est aux Jeux olympiques, tout est compliqué, mais j'ai quand même réussi à organiser cet essai-là. Jean-Marc a été 4 fois au jeu, c'est un escrimeur, donc c'est un gars qui a beaucoup d'équilibre. Je vais vous montrer la vidéo. On a des services de santé à la CBC. On est aux Jeux olympiques, il y a un champion du monde français de l'autre côté du quai. D'accord? Faire confiance à la pagaie. C'est l'essentiel. Ça va peut-être m'aider. On your right side.
Bon, j'ai demandé la permission à Jean-Marc pour montrer la vidéo. Il m'a imposé une condition. Il a dit, il faut que tu montres ma meilleure tentative. Et donc, je respecte cette condition. Ce que j'aime beaucoup dans ça, en fait, c'est qu'on est aux Jeux olympiques. Il y a un champion du monde français qui est de l'autre côté du quai et qui se dit, j'ai pas trop à m'inquiéter des Canadiens. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est que Jean-Marc a besoin d'une expérience concrète pour savoir de quoi il parle. Et on le voit tout de suite que ses repères d'escrimeur, qui a beaucoup d'équilibre, lui servent à très peu de choses dans un canot. C'est un nouvel environnement. Et ses neurones sont à la recherche de repères. Et pourtant, je lui avais tout dit au niveau cognitif, je lui avais tout dit quoi faire, mais ça ne peut pas vivre encore dans son corps. Il a besoin de se donner le temps. D'accord? Donc, je souhaitais vous donner cette petite intro-là dans le monde dans lequel j'ai grandi. Ma brève présentation va couvrir mes débuts dans le sport en 1989. En 2000, j'ai été aux Jeux, j'ai atteint mon but. Je vais vous parler un petit peu de ça. Est-ce que ça a voulu dire pour moi? En 2004, c'est la fin dans l'eau. Je vous en parle un peu plus tard. Et c'est là que ma transformation identitaire commence. J'ai été un athlète et qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que j'ai appris dans le sport? Qu'est-ce que ça vaut à l'extérieur du sport? Et ça a donné naissance à mon projet d'entreprise. Je vais vous en parler un petit peu. Et puis, on va revenir là, sur la photo initiale et les vacances avec se voir pour se développer. Donc, en 1989, je commence à faire du canot. Vous l'avez vu avec Jean-Marc, là, le premier défi, c'est de tenir dans le canot. C'est difficile. Après ça, le deuxième défi, c'est d'aller droit. Et le troisième défi, c'est d'aller vite. Alors, je vous amène dans mon journal intime, le 2 juillet 1989. En fait, ça fait 10 jours que je fais du canot. Fait qu'à ce moment-là, je tiens dans le bateau, mais au beau milieu d'une course, j'ai besoin de reculer parce que je ne me rendrai pas à la ligne d'arrivée. Je suis en train de tourner sur moi-même. Et là, donc, après 10 jours, je fais une course et je gagne 4 médailles en une journée. Et à ce moment-là, je jouais au soccer. Et au soccer, j'avais une possibilité de 2 médailles dans une année complète. Et là, 4 médailles en une journée. Et donc, je viens dans mon journal, c'était ma première compétition, et là, je signe. Mon père s'appelle Benoît, donc sa signature, c'est 2 grands B. Et là, donc, vous voyez, avec mon M, j'imite le B. Et j'ai besoin d'une signature qui va être cool, qui va être brève, parce que je sais que les champions signent des autographes. Bon, en fait, je suis un champion qui vient de trouver son sport. Okay? Et en dedans de moi, donc, j'étais un champion. C'est juste que je n'avais pas encore trouvé le sport. Et là, ça vient d'arriver. Donc, je ne signe pas de chèque à cet âge-là, évidemment, ou de contrat. Mais ça, en fait, c'est le contrat avec moi. Voici qui je suis en train de devenir. Un champion qui a trouvé son sport, un gars qui peut gagner 4 médailles en une journée. Qu'est-ce que je cherche à prouver au fond? Est-ce que c'est... Je veux le regard, je veux être vu, je veux être reconnu, je veux l'amour des parents? Probablement que la réponse, c'est oui à toutes ces questions-là. Mais je sais qu'il y a une sensation physique dans ce canot-là. Je touche à quelque chose qui fait que je me sens vivant puis qui me permet de m'accomplir. Et la fierté, donc, de remporter des médailles. C'est là que je suis dans ma tête. Par contre, au niveau physique, c'est plus là que je suis. Donc, il y a 3 gars qui savent s'aligner dans le bateau et ce n'est pas mon cas, manifestement. Je vous dirais qu'avant de pouvoir remplir une camisole ou de m'aligner esthétiquement avec les 3 collègues, le rêve était déjà en moi. Le rêve d'aller aux Jeux olympiques. Puis à ce stade-là, c'est ça qui est le plus important. Le reste va suivre. Donc, c'est comme ça que je me définis au tout début. 11 ans plus tard, je suis aux Jeux olympiques. Et donc, c'était l'objectif. Donc, j'atteins mon objectif, j'arrive à me qualifier. Je vais vous montrer un extrait de la demi-finale, la fin de la demi-finale au ralenti. C'est moi ici dans le couloir 3. Dernier coup de rame, donc je me propulse en arrière
parce que c'est ce qui propulse le bateau vers l'avant. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Je veux savoir en quelle position j'ai terminé. Donc, c'est comme ça que je me suis qualifié pour la finale aux Jeux olympiques. Et ce que je trouve que cette vidéo-là évoque vraiment, c'est ce que c'était en fait. C'est l'obsession de prendre toutes les cellules de mon corps et d'en faire un mouvement aligné sur la performance. Arriver donc à faire un avec la rame, le bateau, l'environnement, dans le but d'atteindre cet objectif-là. Donc, vraiment complètement habité par ce désir de performer, ce désir d'atteindre mon potentiel. Je vais vous parler un petit peu, en fait, un peu plus de ce que ça a représenté pour moi. J'ai fait une estimation, en fait, combien de coups de rame dans ma carrière d'athlète. Il y a un 1,15, là, peut-être que certaines personnes se disent qu'est-ce que le 1,15 fait là. J'ai utilisé le chiffrier Excel comme on utilise pour calculer, et c'est ça que ça m'a donné. Donc, 9 313 625,15 coups de rame. Et là, en fait, ça a été un exercice rigoureux. Là, j'ai probablement passé combien de temps à 11 ans dans le bateau, à 12 ans, puis c'est quoi la fréquence. Et là, j'arrive avec le 1,15 que je décide de garder, parce que bien des fois, j'ai donné un coup de rame complet, mais j'ai obtenu un 1,15 de résultat. J'ai été impacté par des facteurs externes. Mais aussi par respect pour ce mouvement qui, de l'externe, peut paraître répétitif, mais de l'interne, dans le fond, chaque coup de rame, c'est vraiment la chance d'aller plus loin, dans la bonne direction, en brûlant moins d'énergie qu'au coup de rame précédent. Et donc, à partir du moment où ça devient la passion, on a accès à une expérience qui est plus riche, puis la possibilité de vraiment faire la différence entre un coup de rame très bon puis un coup de rame exceptionnel. Et ça va se retrouver donc dans le geste, le désir d'avoir le meilleur geste et la possibilité donc de développer ce meilleur geste-là. Donc, lors de ma carrière active. Et donc là, vous avez vu, en 89, je commence, 11 ans plus tard, je suis aux Jeux olympiques. Et je poursuis, en fait, je fais une 4e position aux Jeux de Sydney. Et pour moi, c'est un super bon résultat. C'est vraiment le high de ma vie jusque-là. Je suis rendu, j'ai atteint l'objectif et je veux poursuivre. J'ai envie de retourner aux Jeux et faire mieux. J'ai envie de gagner une médaille. Eh bien, notre sport a évolué. Les règlements par rapport à la largeur des bateaux ont changé, ce qui fait que pour les Jeux de 2004, ma meilleure chance, c'est d'y aller en duo. Et là, je tente avec un partenaire de me qualifier pour les Jeux d'Athènes. Vous voyez au niveau des photos ici, c'est notre premier championnat du monde ensemble en Espagne. Ici, il y a 3 bateaux. En fait, vous voyez vraiment le photo finish, on voit la lentille de caméra. Il y a 3 bateaux et on est le premier bateau, 3 équipages canadiens. En fait, dans notre sport, si tu es le 2e meilleur au monde, mais le meilleur au monde est de ton pays, tu restes à la maison. Tu n'y vas pas. Et donc ici, on gagne. Ça fait qu'on va qualifier le pays dans une régate internationale au Brésil. Et donc, le processus de qualification qui dure depuis plusieurs mois va se terminer le 26 juin 2004. C'est le jour de mon anniversaire. Et donc, c'est une course de 1000 mètres et vraiment la vitesse en canot, c'est pas constant. À chaque coup de rame, on accélère puis on ralentit. Et c'est une bataille nez à nez avec l'autre équipage canadien jusqu'à la toute fin. Et le dernier coup de rame, là, on est 2 à prendre tout notre poids et on se lance en arrière et on tombe dans l'eau. Ouais. Et c'était mon dernier coup de rame, en fait. Et en fait, bon, sur le coup, tu sais, ça arrive super vite, puis je suis tellement épuisé que je ne suis pas capable de nager, donc je trouve une bouée, là, puis je suis vraiment en mode survie. Mais j'ai revisité ce moment-là, qui est un moment extrêmement charnière pour moi, et la première réaction que j'ai eue en tombant dans l'eau, ça a été « Wow, l'eau, elle est vraiment bonne. » Et ce dont j'ai pu prendre conscience avec ça, c'était que je n'avais pas imaginé manquer les Jeux olympiques et survivre à ça. Et donc, cette réaction-là, l'eau est bonne, c'était une grande surprise. Et
Donc, sur le coup, j'y ai pas accès. Comme je vous dis, il y a l'eau est bonne, mais après ça, il faut arriver à flotter, puis arriver à survivre. Mais il y a vraiment à ce moment-là quelque chose qui se passe d'extrêmement important pour moi. Puis je vais vous amener dans ce processus de transformation. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'à peu près tous les athlètes de haut niveau, on va vivre d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans les heures qui suivent, là, l'eau est bonne, puis j'arrive à aller sur le bord, je suis vraiment habité par une grande tristesse. Mais je ne sais pas trop c'est quoi la tristesse par rapport à la performance, parce que j'arrive dans d'un état où les émotions vont m'empêcher d'atteindre la performance. Alors, j'ai pas vraiment laissé, j'ai pas exploré et vécu ça. Donc il y a la tristesse, il y a aussi la honte, parce qu'il y a des gens qui me supportent, et là, ben, j'y vais pas. Et ces gens-là, ça fait 4 ans qu'ils entendent parler que je vais y aller, et ils ont décidé de me supporter. Puis à travers ça, ben, il y a vraiment un engourdissement généralisé. Là, je suis face à l'inconnu. Je sais pas quoi faire avec ça. En même temps, je suis face à l'inconnu, mais il y a une nouvelle possibilité parce que l'eau peut être bonne. Okay? Mais sur le coup, c'est pas si évident que ça. Okay? Ça a pris une dizaine d'années. Revenir sur l'eau est bonne, là, c'est vraiment en 2013-2014 là, que j'ai revisité mon passé pour changer mon présent. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Oui? OK. Et donc, je vous décris un peu l'état, puis vous allez pouvoir apprécier l'exercice de travail puis de transformation et qu'est-ce qui en est ressorti. J'arrive d'un milieu où, dans le fond, je trouve le canot et j'ai 10 ans. Et donc, j'ai 10 ans et je suis un champion et mon environnement devient l'environnement du champion. Et donc, les gens autour, mes parents, mon frère, tout le monde fait attention à Maxime pour qu'il puisse dormir, pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse savoir ce qu'il a de besoin parce qu'il y a des compétitions importantes. Alors, c'est fou les parallèles qu'on peut faire. J'ai vraiment des gens qui font des sacrifices pour moi, et moi, je n'ai pas l'impression de faire de sacrifices parce que j'organise ma vie autour de ce que j'aime le plus. Mais donc, eux s'organisent pour que je puisse avoir accès à ça. Et là, donc, à travers cette transition-là, moi, en 2004, ça fait 6 ans que j'ai la voiture de l'année. J'ai un concessionnaire qui me donne une voiture. Et là, je suis en train de voir que je m'en vais vers autre chose et je me dis, mais OK, à quoi je renonce, là? Et donc, il y a la voiture, commanditée par Oakley. Et là, c'est rien, des lunettes à 4-5 paires de lunettes à 300$. C'est juste que je les ai d'en face quand je me regarde dans le miroir, vous comprenez? Et là, ça a une autre signification. Et tout le temps être l'invité spécial, VIP, machin, où on paye à peu près pour rien. Puis il y a le corps aussi. J'ai un corps d'athlète et je m'en vais vers un corps de quoi? Et après quelques semaines, juste ne pas avoir tout le temps mal au dos, c'était fréquent. Parce que c'était rassurant. Je faisais ça, puis mon dos était sur le bord de craquer, puis c'était normal. Ça faisait des années que c'était ça. Et donc, il y a une transformation au niveau corporel qui se fait aussi. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'avais la moitié de mon bac de fait. Et là, je me suis dit, pour l'autre moitié, là, je vais être à temps plein, puis je vais pratiquer une autre identité. Fait que je ne le dirai pas que je suis un sportif. Ça ne me tentait pas de commencer à expliquer le fait que j'avais manqué les jeux en plus. Fait que ça faisait mon affaire, mais j'ai vraiment pu pratiquer une autre identité. Et voir qu'est-ce que ça voulait dire de ne pas faire de référence à ça, puis être un petit peu plus comme les autres. Puis à ce moment-là, donc, j'arrive à une étape où j'ai vraiment besoin d'explorer. Donc, à l'été 2005, un an plus tard, je fais un cours aux États-Unis qui me permet vraiment de me développer. Ça accélère mon développement. Et là, je fais une petite présentation parce que comme athlète, j'avais donné des conférences, j'aimais ça. Et puis en même temps, je pensais que c'était terminé parce que je me disais, on s'intéresse à ceux qui gagnent. Et moi, le gros shift, c'était pas de athlète à non-athlète, c'était de gagnant à perdant. C'est ce que je voyais. C'est comme ça que je l'interprétais avec d'où j'arrivais. Et donc, je me disais, mais les gens ne s'intéresseront plus. Et donc, je pratique, puis là, tout d'un coup, ça commence à se placer. Et là, j'avais déjà organisé un voyage en Amérique du Sud, donc j'y vais, puis je vais vivre le voyage en Amérique du Sud, mais j'avais décidé de partir mon projet à mon retour. Et là, donc, on est à l'hiver 2006-2007. Je voulais apprendre l'espagnol, et là, ça faisait 4 mois que j'étais en Amérique du Sud, et j'étais capable de décrire mon plan d'affaires en espagnol, donc c'était
c'était le temps de revenir et de me lancer, là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le projet et le chemin par lequel j'ai dû passer. Donc, moi, à 26 ans, là, ça arrive la journée de mon 26e anniversaire. J'ai un vécu d'athlète, j'ai une identité d'athlète, et là, dans ma vie après, donc comment je vais faire du sens de ça, puis comment je peux ne pas renoncer à tout ça pour aller chercher autre chose. Alors, je sentais que j'avais besoin pour vivre pleinement, j'avais besoin d'un projet d'entreprise qui allait intégrer le premier vécu. La forme, c'était pas clair, mais c'est comme ça que je le sentais. Puis, je voulais un projet à l'intérieur duquel je pouvais exprimer mes talents, puis trouver un espace de légitimité. Fait que là, pour vous pousser à me suivre, je vous parle un petit peu plus du projet. Le projet, c'est CANU, C-A-N-U, très proche du canot, vous me suivez. Puis en anglais, c'est le can you, c'est le pouvez-vous. Et avec le bateau, et là je vais vous le montrer plus tard, mais avec le bateau, en fait, l'idée c'est d'aller vers les leaders dans les organisations et leur lancer le défi. Pouvez-vous bâtir une organisation où tout le monde dans l'organisation est conscient de son impact et comprend comment son mouvement impacte le mouvement de l'organisation vers ses objectifs? Et on peut penser donc pour vous, on cherche tous à donner la meilleure expérience possible à la personne en fin de vie. Donc, comment tout le monde dans l'équipe peut contribuer à ce qu'on atteigne cet objectif-là, sachant que d'une personne à l'autre, c'est tellement sensible et différent. Donc, ça demande une grande, grande, grande conscience de soi et conscience des autres. Et donc, ça, c'est le... Et dans ça, pour moi, il y a la légitimité parce que si je le place autour du bateau, là, je me sens solide. Et évidemment, les premiers clients que je vais cibler, c'est des gens en entreprise, donc je ne me sens pas légitime pour aller leur dire quoi faire dans leur entreprise. Par contre, si je les amène avec ces repères-là, là, je me sens légitime. Donc, c'est ça l'effort donc, de création à ce stade-là. Je savais aussi que j'avais besoin d'une aventure sans limite. Mon ADN d'athlète fait que je ne pouvais pas avoir un couvert sur la marmite, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je devais avoir toute cette liberté-là pour m'exprimer, puis ben, ça devait faire c'était important pour moi que ça fasse du sens. Il y a un élément aussi par rapport aux revenus. Il fallait bâtir un modèle qui soit viable. Et l'importance ici n'est pas de s'enrichir, parce que, et le lien avec la passion, moi, en fait, la première moitié de ma carrière d'athlète, j'ai payé pour ramer, puis la deuxième moitié, on m'a payé. Est-ce que ça avait une différence sur la passion ou il n'y avait aucune différence. Mais par rapport au projet d'entreprise, parce que je suis convaincu que ce que j'ai à offrir est précieux, puis je l'ai développé de sorte que je me sente bien dans ça, ben, j'ai besoin de trouver une manière que on va être bien rémunéré pour avoir les moyens de nos ambitions, pour faire grandir le projet, puis arriver à toucher plus de gens. Donc, il y avait ça aussi. Puis, depuis tout jeune, et ça, je n'arrive pas à nommer ça vient d'où, mais j'étais habité par l'idée que les gens savent déjà. Que les gens dans les organisations, ils n'ont pas besoin de se faire dire quoi faire. Ils l'ont en eux. Ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de se voir, puis d'arriver à exprimer ce qu'on a compris. Puis là, en prenant conscience, ben, ça va se placer. Et donc là, ça me permettait aussi de me sentir plus légitime. Je ne voulais pas arriver comme le gars qui allait dire quoi faire. Mais créer le contexte pour que les gens expriment ce qu'ils savent et qu'en équipe, on puisse intégrer ça dans un geste. Ah, là, ça me parlait, puis je trouvais ça plus solide. Et donc, on n'est pas loin du sport, l'idée de l'incarner dans un geste, mais comment donc que... Et là, on peut faire le lien avec Jean-Marc qui tombe à l'eau. Donc, comment que les savoirs cognitifs qui sont transmis peuvent vivre dans le geste de quelqu'un? Comment qu'on peut bâtir des organisations qui favorisent l'apprentissage, même si elles ont, en quelque sorte, des résultats à livrer au quotidien. Fait qu'arriver à créer le contenant sécuritaire pour apprendre rapidement, pour pouvoir incarner à l'intérieur du quotidien dans les organisations. Vous me suivez? Ça fait du sens? Alors là, je vous amène, j'ai parlé un petit peu de glisse tout à l'heure, donc le projet pourrait se résumer à trouver sa glisse en équipe. Et avec la glisse vient la notion de fluidité. C'est jamais arrivé que quelqu'un nous embauche pour dire « je veux que mon monde travaille plus fort ». C'est jamais arrivé. Par contre, les gens nous disent « on perd de l'énergie ». Puis j'aimerais ça qu'on arrive
à être meilleur avec l'énergie dont on dispose. Fait que je vais vous montrer 3 clips vidéo parce qu'il n'y a rien comme l'expérience concrète. Donc, dans certains cas, on amène nos clients le vivre sur l'eau. Et ils sont dans le bateau et là, il se produit des choses le fun. Vous avez le goût? OK. Voici un équipage en quête de direction. Dans le milieu de où on est. Dans le milieu de l'eau, dans le fond. Ici? Oui. Vous avez le droit? Ils ont une map dans la main. Oui. On a le droit de Et c'est une bonne carte. C'est un bon plan, c'est moi qui ai fait le plan. OK? On est dans le milieu. Ça va faire la maison brune dans le milieu? Sauf que c'est pas parce qu'on a un bon plan qu'on sait l'interpréter dans l'environnement. C'est un indice? 2 minutes. Et donc, ils sont en quête de direction. Et là, on s'anime, on pense avoir trouvé, mais regardez, il y a quand même du scepticisme à bord. On cherche la direction. Où est-ce qu'on est supposé aller? Il vous faut tourner à 180 degrés et avancer une bonne centaine de mètres, puis vous allez comprendre. Il y a un indice 4 sur la map. C'est l'indice que vous cherchez. OK, donc ici, un bon plan, c'est utile si et seulement si on peut le traduire dans l'environnement. Et donc, ces gens-là ont de l'énergie. L'énergie, elle est dormante. Parce que ça ne fait pas de sens se défoncer si on ne sait pas on s'en va où. Okay? Et des fois, le scepticisme, on le juge assez sévèrement, mais il y a un grand signe d'intelligence dans ça. Mon énergie est précieuse. On a besoin donc de sentir on s'en va où pour pouvoir s'investir. Je vous montre le même équipage et je vous invite à observer au niveau de l'énergie. Cette fois-ci, ils sont en quête d'alignement. OK. Je vais vous remontrer la vidéo, puis je vais guider votre visionnement. OK? Mais tout de suite, bon, 1, 2, 3, donc il y a une certaine énergie là, qu'on est prêt à investir. Donc, on peut présumer qu'ils savent, il y a une direction, OK? Donc, qui leur donne le goût de se mettre en mouvement. Puis en même temps, vous entendez les rames se cogner. Là. Fait qu'ils se gaspillent de l'énergie. C'est sûr qu'ils se gaspillent de l'énergie. Donc, on va le regarder à nouveau, puis je vais guider votre visionnement. OK, parfait. Alors, la personne qui dit 1, 2, 3, c'est elle. OK? Dans leur code, ils sont supposés de mettre la rame à l'eau à 3. Regardez, la personne, elle met la rame à l'eau à 1. Monsieur suit avec ses yeux. Regardez les angles de rame, c'est impeccable. Madame, elle se dit, c'est moi qui donne le rythme dans ce bateau-là, je vais m'écouter. Regardez, déjà, elle rame dans la rame du gars d'en avant, OK? Fait qu'elle n'a plus assez d'espace pour s'exprimer. Peut-être que vous vous reconnaissez, OK? Ici, on a quelqu'un de compromis. Vous savez pourquoi je dis ça? Regardez l'angle de la rame. Elle a ce signal-là, elle coupe la poire en deux parfaitement. Cette personne-là, elle suit quand même assez bien la personne en avant. Le bateau va tout croche et cette personne-là a une idée. OK? C'est cette personne-là, donc, qui a une idée. Gardez vos yeux sur cette personne-là. Attention, maintenant. OK. Hein? Dans ce bateau-là, on est en quête d'alignement. OK? Le bateau va croche, les rames se frappent. On n'a jamais 10 rames dans l'eau. Si on avait les 10 rames dans l'eau, chacun traînerait son poids puis son dixième du bateau. OK? Et là, donc, la personne qui change de bord, c'est une bonne personne. Là. J'y ai parlé avant, j'y ai parlé après. L'intention était bonne. Elle a travaillé juste avec 50% de la physique. OK? Oui, s'il y a plus de monde qui rame à gauche, on peut peut-être le ramener à droite. Sauf que si tu te tasses puis personne ne le sait, pour compenser, mais le bateau va faire ça. OK? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de réaliser, dans le fond, que
on n'est pas tout le temps conscient de l'impact qu'on a. Puis quand l'équipe n'arrive pas à se mettre en mouvement, il faut tenter quelque chose. C'est peut-être pas tout le temps ça qu'on a besoin de tenter, mais au moins ce geste-là, il a provoqué une conversation pour aider les gens à développer leur dynamique. Donc, je vous montre une autre vidéo. Et là, on a vraiment une équipe en quête de performance. La même à un détail près. Là, on commence à se trouver bon ou bonne. C'est le temps de voir si on l'est pour de vrai. OK, dans 5, 4, 3, 2, 1 et un petit coup très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit le déploiement de l'énergie est différent. Hein? Il y a un détail, c'est moi qui dirige. Et en tant que personne expérimentée, je joue pleinement mon rôle. Dans les autres vidéos, c'est eux qui dirigent. C'est sûr que ça, c'est intéressant pour la glisse, puis on le voit là. Là, vous pouvez même penser, c'est quoi les sensations quand tout le monde est en train de faire ce qu'il est supposé de faire. On y touche, c'est précieux. Puis là, des fois, on commence à le voir, puis on se dit « wow », puis parce qu'on dit ça, on le perd. OK? C'est super précieux, c'est comme la magie qui opère. Et donc, ça, c'est en train d'arriver. Et là, donc, c'est pas une expérience d'apprentissage riche si les gens viennent sur l'eau, puis tout ce qu'ils ont, c'est ça. OK? Ils ont besoin d'avoir l'opposé de ça. OK? Donc, la première puis la deuxième vidéo. Et c'est là qu'ils ont le moins d'expérience. Ça fait juste 7 minutes qu'on est sur l'eau. Je les prépare à tout le reste. OK? Mais ce qui fait que c'est riche, c'est qu'une équipe peut gagner ensemble et elle peut perdre ensemble. Elle peut faire l'expérience d'une direction claire, puis elle peut faire l'expérience de l'absence de direction. Elle peut faire l'expérience d'alignement, elle peut faire l'expérience d'absence d'alignement. Puis si on est capable de vivre tout ça ensemble, bien, on est capable de se développer, on est capable d'avoir accès aux prochaines étapes. Ce qui est le plus important dans ça, en fait, on ne le voit pas. C'est la caméra. Parce qu'avec la caméra, ils peuvent se voir. Puis en se voyant, ils sont capables de faire des liens entre tout ça et leur dynamique d'équipe. Puis arriver à parler avec ce qu'ils ont senti. Puis ils l'ont senti à tous les niveaux. On ne peut pas juste ramer avec son cerveau. Là. On va ramer avec le corps, puis les émotions sont intenses. Parce que celle qui change de bord, elle envoie un message à celle qui dirige en arrière. Je suis trop impatiente. Je ne peux pas attendre que tu le trouves comment diriger. Donc, il y a tout ça qui se crée grâce au modèle qu'on a développé pour aider les gens donc, à se voir et à prendre conscience de leur potentiel. Puis moi, bien, en lien avec ma carrière d'athlète, j'ai la possibilité d'être sur l'eau. J'ai la possibilité de réfléchir à des mécanismes qui permettent d'atteindre le potentiel. Puis, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la relation avec mon partenaire, quand on a manqué les Jeux en 2004, ce n'était pas une bonne relation. En fait, je l'utilisais pour retourner aux Jeux olympiques et faire mieux. On était, je dirais, physiquement, on était très bon. On l'a trouvé vite, la glisse. Par contre, on n'a pas su développer une relation. Et c'est ce qui a fait que quand vraiment la pression était trop élevée, j'étais dans une dynamique qui était intenable. De là, la surprise de me retrouver dans l'eau et de la trouver bonne. Et donc, on va souvent utiliser cette métaphore-là pour amener les gens à réfléchir sur ce serait quoi la prochaine conversation qu'on gagnerait à avoir en tant qu'équipe pour mieux profiter de l'énergie disponible. Puis comme on travaille avec la métaphore, bien, on est capable de parler de choses sensibles en le prenant moins personnel. Dans un bateau, les gens disent « les intentions sont tout le temps bonnes ». C'est comme ça dans la vie aussi, sauf que des fois, c'est chargé, c'est nous, c'est l'autre. Et donc, le bateau permet de favoriser cette conversation-là, qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, qu'on fasse juste travailler avec cette notion-là. C'est sûr, c'est plus fort si on a la chance de le sentir complètement. Et donc, je suis encore dans un monde de glisse au service de gens qui veulent aller à leur prochaine étape.
Puis moi, ça me permet de continuer ma propre transition. Je vais vous parler de mes défis un peu plus intimes. Bon, je vous parle de se voir pour se développer. Je vais revenir sur en fait, c'est la vidéo que je m'apprête à vous montrer. C'est une vidéo qui a été prise la même journée que la photo, la belle photo d'automne avec le quai dans Charlevoix. En fait, on est en vacances. Ma fille et ma blonde sont... Ah, Loulou. Ah. Bye bye. Regardez-moi. Bye bye, Loulou. Bye bye. Tu dis bye bye avec la main? Non. Bye bye. Donc, je suis en train d'envoyer de l'info à des équipiers qui préparent une participation dans un congrès. Et donc, se voir pour se développer, ça se fait dans pas mal de circonstances, OK? Et donc là, c'est ma blonde qui filme ça, puis après, la vidéo arrive. Et ça, je dirais que ça correspond bien au défi actuel. Puis je vais vous partager comme une de mes questions les plus importantes pour mon développement à moi. C'est comment bâtir un projet à la hauteur de mes aspirations olympiennes. Okay, donc, une organisation à la hauteur de mes aspirations olympiennes. Et donc, c'est en lien avec le futur. Je cherche à bâtir, je cherche à m'investir dans ça. Puis, en même temps, arriver à pleinement profiter de l'expérience humaine qui est au présent. Et là, il me manquait un bout d'une expérience humaine qui était vraiment importante pour moi, puis importante pour ma fille, parce qu'à la fin, elle se retourne de bord. Hein. Et donc, je suis dans ce dilemme-là présentement. Ça se passe quand même assez bien. Je m'estime chanceux. Là, maintenant, on a un petit gars, fait qu'il y a toute l'interaction avec eux. Puis, dans les pistes, et donc moi, j'arrive avec une forme d'ADN, là, où, dans le fond, si tu gagnes, là, si on retourne en 2004, là, c'est tu gagnes, tu es vivant, tu perds, tu es mort. Là, tu sais, si on veut mettre ça le plus extrême, là, comment qu'on... Et donc, les pistes de réponse que je trouve, c'est ne pas forcer plus que nécessaire. Je suis en train de jouer avec ça. Donc, ça veut dire quoi? Dans le cadre des projets, juste mettre la bonne dose. Et si je mets la bonne dose, bien, je réalise que je n'ai pas besoin d'être partout. Je réalise aussi que le résultat, bien souvent, il me surprend, puis il est meilleur que si j'avais forcé. Mais forcer, ça a commencé il y a longtemps. Hein? Fait que c'est long à désapprendre. On a quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Oui, parfait. Bien, merci de poser la question. La thématique, intégration des savoirs, chemin de création. Donc, moi, comme athlète, j'ai un savoir qui tourne autour, en fait, d'un engagement, la poursuite du rêve, la performance, tout ça. Et au moment où j'ai eu à vivre la transformation la plus importante pour moi, de j'étais athlète à qui suis-je maintenant, j'ai dû être créatif puis prendre ces savoirs-là pour en faire un projet. J'ai dû me transformer et l'idée étant que cette deuxième partie de ma vie-là fasse du sens en intégrant la première. Et donc, ce que je vois qui est intéressant en lien avec votre réalité, d'un point de vue expérience et savoir, c'est tout l'accès à ce qu'on sait profondément et dans comment on peut aller toucher l'autre et trouver le geste optimal en fonction de ce qu'on
la vision qu'on a de l'expérience qu'on veut faire vivre. Et des fois, ce qu'on doit faire, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris ici, c'est quelque chose qu'on a appris ici. Et donc, comment on peut atteindre son potentiel, puis créer des dynamiques où on touche à ce potentiel-là ensemble, puis on est capable de se le dire. Et donc, ça peut permettre de concrétiser ce qui représente la victoire ou la raison pour laquelle vous choisissez de faire ce que vous faites. C'est mon... Oui? Merci. Merci, M. Boilard. Je vais me permettre de comme ramasser quelques petits morceaux éparpillés que j'ai entendus à travers cette présentation, puis qui va peut-être rejoindre un petit peu ce que vous mentionniez. En fait, cette présentation, bon, ça nous a fait rire à quelques moments, donc je pense que c'est bien, à la fin d'un congrès, comme on a vécu. C'est pour nous, comme individus, qu'on a présenté, qu'on a fait ce choix de cette présentation. Pour nous, soignants. Pour nous, comme équipe, on a parlé d'équipe, comme équipe dans nos milieux. Et pour nous, comme réseau. Hein? Moi, je pense qu'il y a des éléments là que je retiens. J'ai retenu être du gagnant à perdant. Hein, on vit des moments, des situations avec il y avait une conférence sur les impasses, des moments difficiles, des impasses. Si ce n'est pas des impasses, c'est des moments très difficiles qui peuvent être à la fois souffrants comme soignants, mais pour nous soigner aussi comme individus. Et être capable de transformer ça et de construire sur ça. Je pense, comme Mme Sainte-Marie et comme M. Boilard, je pense que c'est dans des mondes complètement différents, mais ce sont des savoirs qui peuvent être transmissibles, applicables dans d'autres milieux, comme notre milieu. J'entends la direction, l'alignement et la performance. On est dans des moments critiques de notre société où il y a des enjeux. Dr. Lapointe, en début de congrès, nous l'a mentionné. Il va falloir apprendre et donner des directions et des sens clairs face au flou actuellement qui sont devant nous par rapport à la législation, par exemple. Il va falloir donner des alignements clairs. Il va falloir être performant. Et la performance, je ne la mettrai pas nécessairement uniquement dans l'action, mais dans l'être et dans l'action. On aura besoin des deux. C'est un bel exemple aussi de l'union quand on dit il faut intégrer l'union corps et l'union esprit-cœur. Alors, il y a plusieurs parallèles, moi, que je vois dans cette présentation qu'on vient d'entendre et les dilemmes. L'image qui m'a beaucoup frappée, c'est la petite fille qui te tourne le dos quand elle ne te voit pas présent. Et tout notre congrès a parlé de ça, de la présence, d'être présent à l'autre. Comment, dans le silence, dans la parole, dans les gestes, d'être présent. D'abord, être capable, la plénière de ce matin, être capable de rejoindre l'autre. Alors ça, c'est être capable de se voir, hein? Que quelqu'un de notre équipe nous dise « Toi, c'est bien, tu es présente. Toi, j'aime comment tu te comportes avec les gens. » Alors, c'est un appel pour nous tous, je pense, sur un mode de présence. Alors, merci. Je voudrais vous remercier tous. Nous sommes à la fin de notre congrès. C'est très rare qu'on est à la fin de notre congrès un petit peu avant l'heure précise. Je voudrais vous remercier tous, chacune de vous, pour votre présence. Plus que jamais cette année, et les gens qui sont dans l'organisation le savent, particulièrement cette année,
C'est important votre présence. Sans vous, le congrès n'existerait pas. Merci à tous nos conférenciers. Merci à Mélanie Brunet, à toute son équipe de Pluricongrès. Vous êtes des anges. Dans notre maison, on appelle les anges, mais vous êtes des anges aussi. Merci à tous les bénévoles que l'on a vus et que l'on ne voit pas ou qu'on n'a pas vus de près, de loin, qui ont contribué à cette belle réussite. Merci aux musiciens sous la direction de Mme Pomerleau. Oui, c'est bien ça. Et je voudrais inviter les membres de mon comité à venir me rejoindre sur la scène parce que je voudrais qu'on les applaudisse. Ils ont fait un travail exceptionnel. Madame Caroline Gendron, Mylène Malenfant, qui est absente pour la santé de ses enfants, Édith Lévesque, Louiselle Caron pour la même raison, Odile Laplante, Sylvie Saint-Onge, Éric Paradis, Louise Lacasse, Patrick Vinet, Cyr Dumas, qui malheureusement ne peut être présent, Marthe Sirois, Andréane Côté et monsieur, mon préféré, Roger Lacasse, parce que c'est mon conjoint, bénévole aux photos. Merci. Applaudissez. Oui, et notre Albert, évidemment. C'est mon erreur, c'est pas juste mon erreur. Ça va, bravo, là! Bravo! Là, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Alors, merci beaucoup au comité scientifique de tout l'accueil aussi que Rivière-du-Loup nous a fait. Hein. Je pense que ça a été un très bel accueil. Je ne sais pas si j'ai entendu que tu avais remercié Dr. Bernard Lapointe pour ces photos, là, mais je le remercie parce que ceux qui l'ont été, là, qui ont pris la peine d'aller voir ça, là, c'était vraiment particulier. Et il y avait beaucoup de symboles là-dedans. Là. C'était vraiment, vraiment bien. Merci beaucoup, Dr. Lapointe, pour nous avoir permis de découvrir votre façon d'aller en dehors, vous ressourcer pour continuer de faire tout le beau travail que vous faites. Merci énormément. Donc, alors, merci tout le monde. On a un petit cadeau à lui remettre, évidemment, de la part du réseau des soins palliatifs. Donc, alors, si elle sait ce que c'est, peut-être qu'elle va vouloir vous le partager. Fait qu'encore une fois, un gros merci. Puis là, c'est comme ça qu'on ferme la boucle du congrès 2015, mais avant que vous bougiez trop, là, puis que je vois pas tellement de cœur allumé, en tout cas, hein, que j'ai de la misère avec ça. Hein. J'aimerais inviter pour le projet congrès 2016 qui aura lieu à Sherbrooke l'an prochain, Dr. Jean-Marc Bigonès et Mme Diane Gay, pour venir nous présenter, donner un petit aperçu de ce que sera leur congrès l'an prochain. Et après ça, je vous reviendrai pour une dernière fois. Fait qu'essayez de rester encore à 5-10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Non. Alors, bonjour, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'aimerais d'abord, au nom de Jean-Marc et moi, et je pense de pas mal tout le monde ici, remercier sincèrement l'organisation de congrès, Pluricongrès, remercier sincèrement Mme Louise Lafontaine et son équipe pour l'excellent congrès qu'ils nous ont fait vivre. Alors, c'était en effet un beau cadeau qu'on nous a offert. Alors, pour l'année prochaine, on vous convie l'année prochaine pour notre prochain rendez-vous à Sherbrooke, dans un an. Donc, notre thème, comme illustré ici, notre symbole, c'est vraiment l'émergence de l'approche palliative, là, je ne la vois pas, en mouvement vers de nouveaux horizons.
Alors, on a voulu illustrer avec La Fontaine vraiment l'émergence de cette approche palliative-là qui se veut fondamentalement humaine et bienveillante. Donc, on veut étendre un peu, c'est notre ambition, c'est d'étendre l'approche palliative afin de saisir toute son importance, afin d'en faire profiter à toutes les personnes qui peuvent en bénéficier. On veut dire les personnes de tout âge, de tout milieu de soins, ainsi que toute trajectoire de fin de vie. Afin de réfléchir ensemble pour comment est-ce qu'on peut améliorer la trajectoire de fin de vie de tous ces gens-là tout au long d'un continuum de soins. Fait qu'on vous convie à Sherbrooke, en fait, pour essentiellement un congrès divisé en deux grands blocs. Naturellement, le majeur, 70% comportera l'approche palliative et les multiples dimensions. Et un 30% de réfléchir quel sera l'impact, en fait, sur les soins de la transformation de notre réseau actuellement, avec la loi 10 qui est commencée, la loi 20 qui va peut-être y arriver, et la loi 2 qui va avoir un 5 à 6 mois d'application. Et on a commencé à réfléchir un peu à travers les ateliers. On voit comment les impacts, et on va essayer de réfléchir, si on est capable, sur comment l'approche palliative peut être aussi une façon d'atténuer les impacts. On va essayer de voir à travers nos conférences si on est capable d'y arriver. Puis, intégré à ces deux grands blocs, on va essayer de promouvoir un petit peu le volet scientifique et l'enseignement avec des affiches, puis peut-être des conférences sur les quelques éléments de recherche qui se fait actuellement. Donc, nous vous convions donc à Sherbrooke pour venir célébrer les soins palliatifs et découvrir, en fait, ces nouveaux horizons auxquels on vous convie l'an prochain, en espérant que vous serez tous présents et en grand nombre. On va vous présenter Sherbrooke dans quelques 3 secondes. Un bon retour à la maison à tout le monde et à l'an prochain. 1, 2, 3, 4. La, la. Alors, nous repartons avec notre valise, avec d'autres outils dans notre valise, d'autres choses à explorer. Je reprendrai l'expression de Mme Sainte-Marie qui disait que l'empreinte, alors vous nous avez laissé une empreinte, et une empreinte, puis je pense que c'est ça aussi, ce congrès-là va nous avoir laissé quelque chose de particulier dans notre petit cœur. Et je pense qu'on aura beaucoup à travailler là-dessus pour continuer d'avancer en soins palliatifs, malgré toute la turbulence et la bascule que prennent certaines initiatives qu'on pourrait penser déplorables pour nous. On verra bien au fil du temps. Et je pense que ce petit congrès, je dis petit parce que nous étions moins que d'habitude, mais je pense que vous avez remarqué qu'il était très intime. Et je pense que ça nous a permis d'avoir peut-être un meilleur réseautage. Donc, c'est comme très bien. Donc, préparez vos sous pour l'an prochain, tout de suite. Fait que comme ça, vous n'aurez pas de surprise, vous serez prêts et tout ça. Je vous souhaite de continuer de travailler avec les valeurs de l'approche palliative, de rester dans le respect de la personne,
de travailler beaucoup avec les proches aidants parce que ce sont eux qui sont les personnes les plus proches des malades. Ils ont besoin qu'on travaille avec eux et qu'on les supporte pour s'assurer qu'on soit capable d'offrir des soins palliatifs partout au Québec, mais aussi de les maintenir le plus longtemps possible à domicile. Je vous souhaite un très bon retour. Merci beaucoup de votre très grande participation. Puis on se dit à l'an prochain.